Heike Christ, die unseres Landes Zeichen. Elsass Fahne flatternd hoch im Wind. Deine Farbe lieb ist ohnesgleiche. Zinde stets, wo wir versammelt sind. Weiß und rot, Fähne sind wir schweben. Bis zum Tod sind Träume ihnen ergeben. Weiß und rot, Fähne sind wir schweben. Ce char pèse 30 tonnes. Il y a 5 hommes d'équipage. Ici, vous voyez un tout petit crochet. C'est l'ouverture de l'entrée du pilote du char. Vous avez la même chose de l'autre côté, c'est l'aide conducteur. Ça fait 2. Ici, il y a à l'intérieur de la tourelle un homme qui a 2 fonctions. Il est chargé de la radio et en même temps il est chargé de prendre des munitions. Sur le côté, il y a les soutes à munitions de ce côté et de l'autre côté. Il est chargé de prendre les munitions, de les introduire dans le canon. Ensuite de ça, il y a un 4e qui est le tireur. Lui, il est assis derrière le canon. Il se contente de trouver l'objectif dans sa jumelle. Le chef de char, qui est le 5e, lui désigne l'objectif. Il fixe son canon et il tire sur l'objectif. Ces chars-là, ce sont des chars de combat, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à d'autres chars. Ils sont équipés avec une mitrailleuse que vous voyez là-haut, une deuxième que vous voyez ici. Lorsque j'ai trouvé ce char, je vous le dis entre parenthèses, c'était un tas de rouille. Je l'ai trouvé dans les réserves de l'armée française à la DGA de Bourges, Direction Générale de l'Armement. C'était un tas de rouille. Il a été entièrement restauré par les services techniques de la mairie de Rixheim. Un travail énorme. Ils ont dû refaire des canons de mitrailleuses parce qu'il n'y en avait plus. Donc le canon, une mitrailleuse, 2 mitrailleuses. Et au-dessus, vous voyez des bouts de ferraille. C'était le support d'une 3e mitrailleuse, plus grosse de calibre. Et c'était le chef de char qui avait cette mitrailleuse là au-dessus. Donc vous voyez l'armement, un canon, 3 mitrailleuses. En plus de ça, à l'intérieur du char, chaque membre d'équipage a une arme individuelle, c'est-à-dire une toute petite mitraillette pour laquelle on est obligé de sortir du char pour combattre avec les soldats qui sont à pied. C'est arrivé souvent dans ce type de char-là. Ces chars, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, n'avaient pas certains détails que vous allez voir. Par exemple, vous voyez ici, une plaque supplémentaire, on voit les soudures. C'est-à-dire que dans les premiers combats, on s'est aperçu que les chars allemands étaient beaucoup plus puissants que les nôtres. On a rajouté du blindage devant le pilote, devant le copilote, devant le pilote. Et vous verrez sur les côtés, on a également, à hauteur des soutes à munitions, on a rajouté des plaques de blindage parce que les Allemands savaient très bien où étaient les soutes de munitions. Ils prenaient le char en travers, le char explosait, il n'y avait plus un seul survivant. Un char comme ça consomme à peu près 100 litres au 100 km. Et 100 litres, c'est son maximum de possibilité d'autonomie. Je veux dire par là qu'il fallait ravitailler tous les 80 km. Il y avait derrière les chars des camions avec des jerrycans, ce sont des bidons. Il n'est pas question d'avoir des citernes et des pompes à essence sur la route, vous pensez bien. Donc toute la logistique en principe devait suivre, c'est-à-dire des camions spécialisés qui prenaient des jerrycans pleins, qui ramenaient des jerrycans vides et qui en même temps nous rattrapaient pour pouvoir
ravitailler en permanence. En général, 75-80 km, on était obligé de ravitailler. Alors il y avait tout un principe pour ravitailler en vitesse. Je ne me lancerai pas dans les détails. Ce char-là a été touché à beaucoup d'endroits, on le verra en le contournant. Ces types de chars accompagnaient l'infanterie, c'est-à-dire qu'ils étaient à côté des soldats et tout cet armement servait à dégager le terrain en face, mais il servait contre des soldats à pied. Ils ne pouvaient pas combattre, ils n'étaient pas faits pour ça, contre d'autres chars. Alors pendant que je suis là, nous avions, nous, d'autres chars de 30 tonnes également, plus bas, avec un profil totalement différent. Je vous montrerai une image tout à l'heure si nous avons le temps. Des chars beaucoup plus rapides, avec un canon 2 fois plus long que celui-là, et avec des types d'obus perforants, c'est-à-dire qu'ils ont tiré sur des chars, uniquement sur des chars. Dans la Hart, il y a eu 7 chars comme celui-ci qui ont été détruits. Il y avait un lieutenant qui commandait un peloton de chars, pas celui-ci, mais qui portait le même nom. Et lorsque j'ai pu sortir ce char, j'ai demandé au lieutenant-sergent Schreiber, qui était un de mes amis, qui vient de mourir le jour de ses 100 ans, il y a quelques semaines. Il est mort le jour de ses 100 ans, mon brave ami. Et c'est une chose tellement particulière que j'en parle. Et c'est tout récent, ça remonte à 15 jours. Mais je lui ai demandé beaucoup de ses témoignages, il m'a beaucoup aidé. Il a perdu 7 chars et 7 équipages dans la forêt de l'Arc. Nous avons, nous aussi, perdu 7 chars, mais tout à fait à la fin. Parce qu'à la fin, les Allemands avaient pu faire venir des chars pour aider leurs soldats. Ils se trouvaient très proches, ils se trouvaient juste de l'autre côté du Rhin, tandis que nous, notre logistique était au Maroc et en Algérie, c'est-à-dire que tous nos ravitaillements devaient traverser la Méditerranée, devaient remonter toute la vallée du Rhône et venir jusqu'ici. C'est vous dire que nous avions d'autres problèmes que ceux des Allemands, et c'était une grosse difficulté. Il y a eu une période pendant la libération de l'Alsace où nous avons été privés de tout ravitaillement et nous étions littéralement paralysés. Et il y a eu une contre-attaque allemande au mois de novembre qui a permis aux Allemands de couper l'armée française en deux. Ils sont partis, si vous connaissez la carte de votre région, ils sont partis de Guebwiller et ils sont allés droit vers le sud jusqu'à la frontière suisse. Ça n'était pas très long, mais ça nous a coupés de nos arrières. Ça a été un moment extrêmement difficile. Au physique, je veux dire que voilà, nous étions à bout de force, on n'en pouvait plus, et au moral, parce que nous nous sommes aperçus un matin que le ravitaillement ne venait plus. Le ravitaillement en munitions, le ravitaillement en carburant. Quant à la nourriture, je n'en parle pas, mais les Alsaciens ont été formidables. Ils n'avaient rien, ils ont trouvé le moyen de nous donner encore quelque chose, alors qu'ils étaient privés de tout. Je garde des souvenirs de l'Alsace, j'en parle toujours parce que c'est important, un souvenir totalement différent de ce que nous avions connu depuis le débarquement de Marseille jusqu'ici. Vous habitez une belle région, vous habitez dans un coin de France qui garde encore beaucoup de qualités typiquement françaises. Qui que vous soyez, profitez de votre séjour ici pour apprendre ce que c'est que la France, ses grands principes, sa République. C'est utile. En ce moment, c'est particulièrement utile et croyez-moi, le fait d'être en Alsace crée de vous des enfants privilégiés. Je le dis comme je le pense. Nous allons faire le tour du char, je vais vous montrer quelques impacts. Alors évidemment, les chenilles sont des chenilles d'origine. Les pneus du canon sont les pneus d'origine. Alors, qui vous dire, tout ça, c'est du caoutchouc qui est cuit maintenant avec le temps. Vous voyez ici une plaque de blindage supplémentaire. Vous voyez, alors donc, parce qu'il y avait aussi des munitions à cet endroit, là, il y a un impact. Ici en haut, tout le monde le voit? Ici en haut, vous avez encore un impact. Là en haut, vous voyez encore un trou, on a rebouché les trous pour que l'intérieur du char soit protégé, il y a un impact. Monsieur, vous
rentrer par où? Alors, la tourelle, tu vois, il y a un volet là, il y a un volet pour la tourelle. Et là-bas, je vous ai montré, mais malheureusement, il faut un escabeau. Il y a deux volets qui s'ouvrent. Il y a un siège télescopique. Pour le pilote et le copilote, ce sont deux sièges télescopiques. Quand on sort, on le met en position haute, mais on sort par le volet qui est devant. Quand on rentre, c'est la manœuvre inverse. Et on descend le siège et on s'enferme. Pratiquement jamais, le volet était presque jamais fermé. Parce que pour piloter là-dedans, notamment ceci, chez nous c'était très différent. Mais pour piloter ces chars avec les volets fermés, c'était très difficile parce qu'il y avait un périscope devant les yeux. Il y avait juste le verre du périscope qui sortait, mais avec le casque, chaque fois qu'il y avait un choc, on tapait, le périscope se changeait, on voyait le ciel au lieu de voir la route. C'était pratiquement impossible. Il fallait vraiment des conditions très précises pour pouvoir rouler avec les volets fermés. Bon, les deux moteurs, il y avait deux moteurs, 375 chevaux, les portes des moteurs étaient là, maintenant les portes ont été soudées, on voit les charnières de chaque côté, il y avait les volets, et dessus, on ouvrait également deux volets, mais là il y a une plaque de tôle, on a fermé pour qu'il n'y ait pas d'accès, et surtout pour protéger des intempéries. Vous avez encore un impact ici. Le nom de Rochefort, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Le nom de Rochefort, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le lieutenant-sergent Schreiber. Je lui ai demandé qu'il consulte ses camarades, ceux qui étaient encore survivants, et qu'ils choisissent le nom de l'un des chars qui avait été touché dans la Hart. Il a choisi ce nom-là. Je lui ai demandé de me confirmer par lettre le choix qu'ils avaient fait, parce que je ne veux pas qu'on pense que c'est moi qui ai décidé comme cela. Donc ils se sont téléphonés, ils se sont écrits, ils ont décidé que ce serait le Rochefort, et c'est pour ça qu'il s'appelle le Rochefort. Ce char-là n'a jamais mis les chenilles dans la Hart. Je l'ai trouvé dans les... Nous connaissons l'histoire de ce char, qui n'a rien à voir avec la Hart. Il s'est battu en Alsace, entre autres. Il a été touché, il est retourné aux États-Unis pour être réparé, il est revenu en France. Nous connaissons toute sa vie, sa vraie vie. Parce que je souligne cela, parce que des fantaisistes, des historiens d'opérette ont cru devoir écrire deux articles complètement faux, j'allais dire autre chose, mais de véritables bêtises qui ne correspondent pas du tout à la véritable histoire de ce char. Nous avons la véritable histoire de ce char, elle est écrite, elle fait partie d'un petit opuscule que nous avons publié. Alors vous voyez, les chenilles ont été aussi là soudées parce qu'il manquait des maillons, et là également, ça a été fait à la Direction Générale de l'Armement. Ils ont bien voulu me remettre des chenilles et les conditionner. Tout ça s'est réparé, mais néanmoins, c'est une belle évocation. Et je suis très, très fier et très heureux de pouvoir vous montrer un engin comme celui-là. Je crois pouvoir vous dire qu'en matière de mémorial, concernant le deuxième conflit mondial, je crois qu'actuellement en Alsace, c'est le mémorial le plus important. Vous avez d'autres lieux de mémoire comme le Hartmann-Wilrkopf, qui est très, très, très important, qui est magnifique. L'État a dépensé beaucoup d'argent, mais cela concerne le conflit de 14-18. Concernant la libération d'Alsace, le deuxième conflit mondial, je crois pouvoir vous dire que c'est pour l'instant le plus important. Nous allons encore essayer de compléter dans les temps qui viennent, ça n'est pas facile, nous ne sommes pas riches, nous avons besoin surtout d'avoir beaucoup d'adhérents. Nous avons, si vous le voulez, adhérer à notre association, ça coûte 5 € par an pour les étudiants, mais nous avons besoin d'avoir du nombre autour de nous. On vous donnera l'adresse de la présidente à laquelle vous pouvez adresser. Vos professeurs ne sont pas chargés de vous donner nos références. Mais nous voulons des jeunes autour de nous, parce que c'est vous qui transmettrez ensuite le message. On continue. Vous n'avez pas de questions posées? Vous avez dit pourquoi il s'appelle le Rochefort? Je l'ai dit, mais je viens d'expliquer en détail. Pardon, excusez-moi, parce que comme j'étais pas toujours... Non, j'ai raconté l'histoire de Servan Schreiber. Ah oui, vous l'aurez bien dit. Alors le prénom de Servan Schreiber, c'est? Alors, il y en a trois que vous connaissez. Ouais. Jean-Claude, c'est celui-ci.
Jean-Jacques, qui est Jean-Jacques. décédé il y a 4 ou 5 ans. voilà, Son cousin. et Jean-Louis. Et Jean-Louis. Jean-Louis que vous avez à la télévision maintenant assez souvent, mais il prend un peu d'âge lui aussi. Mais ce sont 3 cousins. Ce sont les fils de 3 frères. Parce qu'il y a eu un téléfilm qui est Oui, passé sur la famille, sur la famille Schreiber, Oui, Oui. la maman donc à la disait... télévision, etc. Oui, voilà. Français, Oui, etc. Voilà. Donc la question, c'était est-ce que c'est cette famille-là? Oui, bien sûr. Parce Oui. qu'il était député de Paris, Jean-Claude, ça, celui qui conduisait ce Et c'est le fondateur de l'Express avec son Avec cousin. son cousin Jean-Jacques. Voilà. Et son père était le fondateur des Échos. Le père de Jean-Claude Et Servan-Schreiber. leur père était fondateur. Mais Vous écoutez? oui. Vous savez que vous êtes en ES, donc les échos, ça doit vous dire quelque chose, l'Express aussi. Ah oui, ça nous dit. Hein. Bien sûr. Alors, ils étaient 3 fondateurs, les 2, Jean-Jacques et Jean-Claude, et François Giroud. Et François Giroud, ouais. Voilà. Qui... Je savais pour Jean-Jacques et François Giroud, mais pas pour Jean-Claude. Ah si, en même temps, oui. Et après, Jean-Claude Servan-Schreiber, donc qui a servi dans l'art et qui avait donc des chars exactement du type de celui-là. Ils sont, ce que oui, ça. Était longtemps directeur lui-même des Échos à la suite de son père qui en avait été le fondateur. Oui, il a fait toute une carrière de presse, mais il est venu 2 fois ici. Oui, Pour il est l'inauguration venu du char, Oui. il m'a dit... Il fait partie de notre association. Je lui ai dit, fais-nous un plaisir, tu viens pour ton char si tu viens pas pour nous. Mais il est venu 2 fois ici, pour On l'inauguration a du une photo monument. de lui dans une Jeep, vous savez, les cheveux au vent. Et puis il était presque centenaire, c'est rigolo comme tout. Mais j'ai un enregistrement que nous avons fait chez lui, qui dure plus d'1 heure, et dans lequel il raconte sa présence à Rixheim avant de venir dans la Hart. Et il y a un moment qui est vraiment merveilleux, parce que c'est un type plein de vie, hein, vraiment il était formidable. Et il y a un moment où il dit, et alors nous étions dans les rues de Rixheim, nous étions rentrés la nuit avec les chars, et nous ne savions pas si nous devions partir tout de suite au combat. Finalement, on a dû rester 4 jours avant d'attaquer. Mais il dit, au petit matin, j'avais mes chars qui étaient alignés derrière moi dans la rue principale à Rixheim, et il y a une jeune femme qui est sortie. Elle est venue près de moi et je lui ai parlé. Elle s'est retournée, elle est partie en criant « Il parle français! Il parle français! Il parle français !» Servan-Schreiber, je me repasse le film de temps en temps, c'est absolument merveilleux, c'est du direct. Il parle français! Les soldats, tout l'ensemble des soldats qui étaient dans l'Art ont réussi à arriver jusqu'à ce carrefour. Nous y serons tout à l'heure, je vous raconterai l'histoire de Carrefour. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Allemands ont contre-attaqué. Les combats de la Hart, c'est une défaite pour l'armée française, donc on a d'autant plus de mérite à la raconter. Mais lorsqu'il a fallu revenir depuis ce carrefour, il y a là-bas 2 maisons forestières que vous allez voir, qui existaient déjà. Dans ces maisons forestières, il y avait des gardes forestiers avec leurs femmes, leurs enfants, et il y avait également une voie ferrée que vous allez voir, nous allons nous y arrêter. Et là, il y avait une maison avec un cheminot qui habitait là avec son épouse et ses 3 filles. Lorsque les Allemands ont contre-attaqué, les Français ont formé un convoi dans lequel ils ont abrité tous les civils, ils étaient 14 en tout, de façon à les ramener et les sauver, parce que c'était une pluie d'obus. Ils les ont protégés avec des tôles sur les véhicules. Ils les ont mis en dessous pour qu'ils soient à l'abri des éclats, etc. Mais lorsqu'ils sont arrivés ici, il y avait un char qui était devant le convoi dont je viens de parler, et c'était un char du type de ceux que j'avais. Je ne connaissais pas l'aide-pilote qui a été tué ici. Par contre, j'avais fait mon stage de conduite chez les Américains avec le pilote de ce char qui était un très bon copain. Quand ils sont arrivés ici, il y avait un canon allemand qui s'était déjà positionné à 600 mètres. Là-bas, il y a un blocos. Si vous y venez un jour en vélo, vous verrez le blocos, on ne s'y arrête pas chaque fois. Mais à 600 mètres d'ici, l'autre a aligné en ligne droite le char, un obus, et le char a été détruit. Le pilote et le copilote ont été tués sur le coup, et ce camarade est resté là sans que personne puisse le secourir. Et son cadavre est resté là pendant tout l'hiver. Et c'est seulement au mois de janvier, fin janvier, quand il y a eu la contre-attaque, qu'on a retrouvé son corps ici. Il a été enterré ici, il y est resté, et cette tombe est entretenue par un horticulteur, bénévolement. La tombe est entretenue également
nous y venons, enfin des gens de chez nous viennent très souvent nettoyer, et on a installé un banc maintenant, on a refait le panneau parce qu'il y a un panneau qui raconte toute cette histoire. Si vous y venez en vélo, vous avez le même panneau que ceux que vous avez vus qui raconte toute cette histoire. C'est un lieu très évocateur. Il n'y a qu'un mort qui est resté là, mais bon, il y en a un. Petite maison. Cette petite maison, c'était la maison du garde-barrière. Vous avez la voie ferrée. Et cette maison, pendant les combats, a été touchée dans la partie supérieure. Ils n'ont pas pu la reconstruire, ils l'ont démolie. Pourquoi il y a un panneau ici? C'est parce que le garçon, qui avait 30 ans, qui était un cheminot, habitait dans cette petite maison avec sa femme et ses 3 filles. Les 3 filles sont toujours vivantes, ce sont des grands-mères aujourd'hui, elles font partie de notre association. Et ce garçon, au mois d'avril 1944, a su que les Allemands allaient venir le chercher pour l'intégrer dans l'armée allemande. C'est un réfractaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté de rentrer dans l'armée allemande. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait là sa femme et ses 3 filles. Il n'a pas voulu les abandonner. Il a creusé à 100 mètres d'ici, il a creusé un trou au pied d'un arbre et il a vécu pendant du mois d'avril jusqu'à l'arrivée des Français, il a vécu dans ce trou. Il avait mis des traverses de chemin de fer parce qu'il y avait un dépôt de traverses ici pour entretenir la voie. Il a mis des traverses au-dessus du trou, il a mis des feuillages. Il changeait au fur et à mesure que la saison changeait, il changeait les feuillages. Sa femme venait toutes les nuits lui apporter de la nourriture. Parfois, en pleine nuit, il venait voir ses petites filles qui étaient là. Et il a réussi à ne pas obéir aux Allemands. Il a réussi à protéger sa famille. C'était merveilleux. La guerre s'est terminée le 8 mai. Il n'avait plus rien. La maison était détruite. Il n'avait plus de meubles, plus de linge, plus rien. C'est la mairie d'Ottmarsheim qui les a recueillis, qui leur a donné une maison pour qu'ils puissent vivre là, se refaire une vie de famille. Je rappelle, la paix a été signée le 8 mai. Le 16 juin, 3 semaines après, il a besoin d'herbe pour ses lapins, pour ses poules. C'est un dimanche. Il emmène sa femme et ses 3 filles au bord de la forêt. Ottmarsheim est en bord de forêt. Et ils vont dans un pré pour ramasser de l'herbe. Il a une brouette. Il rentre dans le pré pour cueillir son herbe. Une de ses filles, qui est toujours vivante, le suit à quelques mètres. La brouette roule sur une mine et il est tué. Après avoir fait tout ce qu'il avait fait pour se protéger, pour protéger sa femme et ses enfants, c'est un destin effroyable. Il est enterré ici au cimetière d'Ottmarsheim et à titre privé. J'ai écrit tout un chapitre sur cette histoire dans un de mes livres. Et à titre personnel, chaque année, le 16 juin, je viens mettre, personnellement, je dis bien, ce n'est pas une question d'association, je viens mettre des fleurs sur la tombe de cet homme. Ses filles m'accompagnent. Madame Offerley, notre présidente, m'accompagne également. Mais je trouve que sur le plan de l'héroïsme, sur le plan du sacrifice pour une patrie, pour sa famille, je trouve que cet homme est un exemple. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre son histoire ici sur ces panneaux. Et puis je la raconte à tous les jeunes parce que c'est un exemple vraiment formidable. Comme le colonel Beltram récemment, des hommes qui se sacrifient pour leur patrie, je trouve ça merveilleux. Et pour vous, ce sont de très très beaux exemples. Mais même pour moi, je trouve que malgré tout ce que j'ai fait, j'en ai fait moins que lui. Je trouve ça vraiment, penser à ses enfants, penser à sa femme, penser à sa patrie et se conduire comme ça vaut le coup de s'arrêter. Merci. Pendant plus de 4 années, plus qu'aucun autre pays d'Europe, plus qu'aucune autre province de France, l'Alsace a subi la domination des nazis. Pendant plus de 4 années, l'Allemagne hitlérienne
a tenté de détourner l'Alsace de la France et de faire passer les Alsaciens du camp des victimes au camp des bourreaux. Les maîtres du Reich annonçaient le règne de Milan. Ils promettaient l'abondance et l'ordre nouveau, alors que l'Europe entière était au pillage et que partout où s'étendait leur empire, ils ne laissaient que dévastations et que ruines. Tour à tour menaçants ou séducteurs, ils exhortaient les Alsaciens à rejoindre la communauté allemande, à balayer tout souvenir français. Propagande. Propagande. Un seul chef devient soldat allemand. La Waffen-SS t'attend. Il est jusqu'à des Français qui portent maintenant notre uniforme. Comment peux-tu préférer le camp des vaincus à celui des seigneurs de la guerre? Le monde tremble en écoutant nos menaces. Nous jetterons les vieux et les jeunes dans la bataille. L'Allemagne ne sera plus qu'un immense camp retranché. Alsacien, tu iras mourir en Russie pour défendre le Reich allemand. Qui oserait secouer notre joug? Il n'y a plus que des foules désarmées devant notre impitoyable jeunesse en armes. Propagande. 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 La terreur était sur les villes et sur les ruelles désertes où se réfugiaient les hommes traqués. Les maîtres du mensonge s'époumonaient en vain. Tu peux sourire, Alsacien, tête dure. Rien ne peut t'ébranler, ni promesse, ni menace. Tu sais pourtant comment ils matent ceux qui leur résistent. Tu peux sourire. Tu sais pourtant mieux qu'aucun autre habitant de l'Europe ce qui t'attend. Le sinistre Struthof, ses réseaux électrifiés, ses chambres de mort, ses morts vivants, son four crématoire, ses charniers et le regard des brutes en armes. Ils sont sans pitié et sans faiblesse. Les morts vivants s'allongent sur leurs grabats ou s'abîment dans les rêveries du désespoir pendant qu'ils célèbrent leur triomphe. Ils balayeront tout ce qui leur résiste. Tu seras pareil à ces hommes. Les charniers dévorent leurs ennemis. Les charniers. Les charniers. Les défroques des morts attendent de nouvelles victimes. Ils sont les maîtres du monde. Le peuple des seigneurs est tout entier derrière eux. L'armée rouge est à des milliers de kilomètres. L'Angleterre et l'Amérique sont de l'autre côté des mers. Oublie la France et la liberté. Oublie la liberté qui t'a fait citoyen de la France. Entre dans la communauté allemande, où l'Alsace ne sera plus qu'un immense cimetière. Mais le 6 juin, avant l'aube, alerte!
Américains, Canadiens et Britanniques écrasent le mur de l'Atlantique et prennent pied sur le sol de l'Europe. Tandis que sur le front de l'Est, les Russes continuent leur avance victorieuse. Après quelques semaines de durs combats, les libérateurs foncent vers Paris. Et c'est une division française qui pénétrera la première dans la capitale insurgée au milieu d'un peuple en armes. En même temps, dans toutes les provinces, les hommes du maquis font sauter les ponts et les voies de chemin de fer, coupent les routes où doivent passer les convois allemands, attaquent les renforts de la Wehrmacht dans les défilés, détruisent les centrales électriques et les usines. L'armée des soldats sans uniforme s'est levée. Le pays tout entier n'est plus qu'un vaste champ de bataille. Au milieu de cette insurrection libératrice, le 15 août, une armée française, au commandement du général Delattre de Tassigny, débarque sur les côtes de Provence. Sur un coup de folle audace, elle s'empare de Toulon dès le 26, de Marseille le 28. Poursuivant l'ennemi en retraite, elle fonce vers le nord et fait flotter le drapeau tricolore le 2 septembre sur Lyon, le 11 sur Dijon, le 13 sur Langres. Et le lendemain, elle fait sa jonction à Châtillon-sur-Seine avec les troupes débarquées en Normandie. Au terme de cette gigantesque chevauchée, après avoir parcouru plus de 750 km et fait plus de 70 000 prisonniers, l'armée du général Delattre, à bout d'essence et de munitions, doit marquer un temps d'arrêt devant la trouée de Belfort et devant les Vosges, où se raidit la défense hitlérienne. Septembre s'achève. On se bat dans la montagne. Les avancées de la trouée de Belfort, hérissées de fortifications de campagne et de gros ouvrages, recoupées de vallées profondes et de pentes abruptes, ont opposé une barrière infranchissable à notre avance. Mais la chaîne des Vosges, avec ses longues vallées et ses hautes cimes, n'était pas moins difficile à franchir. C'est pourtant par ces cols et ces routes de crête que notre armée semble vouloir forcer le passage de l'Alsace, dernière province française encore au pouvoir de l'ennemi. Pendant des semaines, le général Delattre va jeter dans les montagnes tout le poids de ses chars et de son artillerie. Dès fin septembre, les brigades du maquis montent en ligne, en chantant les chants qu'on chantait au Vercors ou dans la Corrèze. Ceux de la brigade Alsace-Lorraine montent au Bois-le-Prince. Le bon bourgeois, le roi parfois, le roi parfois, nous sommes partis sans histoire, quittant nos paroles, nos amis, oui, nos amis, les angoisses de nos mères, les souffrances de nos frères, nous donne le roi suprême de les venger nous-mêmes. Mais l'avance est lente. Il faut enlever d'assaut chaque village, chaque bois, chaque carrefour. C'est au feu de cette bataille que l'armée d'Afrique va devenir la première armée de la patrie libérée, en unissant dans ses rangs les vétérans de la campagne d'Italie, les fils de notre empire, tirailleurs et guerriers des Tabors, et ces hommes du maquis accourus de toutes les régions de la France. Les chars poussent lentement vers les hauts des Vosges, par les routes enlacées où l'ennemi s'accroche désespérément. Les brigades du maquis reçoivent l'ordre d'attaque. Un rapide coup d'œil des chefs sur la carte et l'ordre est retransmis à l'avant. Alerte! Il s'agit de nettoyer les bois qui dominent la route par laquelle avancent nos chars.
Ils ont pourtant cédé à la fureur de nos hommes, ces combattants du Troisième Reich, qui semblent retrouver dans cette nature sauvage les secrets des anciens guerriers de la forêt germanique. Mais derrière ces bois, il y a d'autres bois qu'ils tiennent encore. Au plus fort de cette bataille, il faut rétablir les communications sur les grands arrières, réparer les ponts détruits, assurer l'arrivée du ravitaillement et des munitions par un gigantesque labeur, car les nazis ont tout détruit derrière eux pendant leur retraite. D'étranges machines, aussi puissantes que des forces de la nature, ouvrent des routes à travers champs pour permettre le passage des gros camions et des voitures légères. Les chars poussent toujours vers les crêtes, où sous les sapins et sur l'herbe rase commence la terre d'Alsace. Mais le temps se gâte. Comment le général Delattre peut-il espérer franchir les montagnes avant le retour de la belle saison? L'Alsace devra passer encore un hiver sous son terrible esclavage. Déjà, les stratèges de l'arrière commencent à chuchoter que notre armée est engagée dans une bataille sans espoir. Mais l'espoir n'abandonne pas ceux qui se battent. Du haut des crêtes, du sommet des observatoires, ils cherchent à découvrir cette terre d'Alsace qu'ils rêvent de libérer, comme ils ont libéré les autres provinces de la patrie. Toute une imagerie, entrevue à l'école ou dans les livres de l'enfance, ressurgit dans la mémoire des plus humbles d'entre eux.